Bien, alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons poursuivre une autre vidéo qui est déjà sur la chaîne et dans la playlist. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir d'abord, hein, parce qu'on établit des choses, des prérequis qui seront nécessaires à comprendre celle-là. Donc les liens sont dans la description, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va vraiment entrer dans les principes fondamentaux de l'optique géométrique. On va voir quelles sont les hypothèses, enfin plutôt les postulats qu'on peut prendre pour vrai et pour faire de l'optique géométrique. Alors, comme vous le savez, des postulats, ce sont des choses qu'on ne démontre pas, ce sont des principes, c'est l'équivalent des axiomes en mathématiques. Mais ces postulats, ils sont un peu particuliers parce que c'était des postulats phénoménologiques qui ont été énoncés au XVIIe siècle par Fermat, mais pas que. On a eu aussi Maupertuis puis Lagrange qui ont un peu généralisé à la mécanique. Mais en fait, quand on fait de l'optique ondulatoire, parce qu'à l'époque on ignorait un peu la nature de la lumière, hein, donc on avait des postulats sur des phénomènes d'optique géométrique, mais on a vu la dernière fois que si on peut faire de l'optique géométrique, c'est que sous certaines hypothèses, dans un certain domaine de l'optique ondulatoire. Et en fait, ces principes, ben, un peu plus tard, ils ont été démontrés par l'optique ondulatoire. Donc je vais en parler un petit peu rapidement, je ne vais pas faire les preuves formelles de ces principes, mais je vais en parler un petit peu. Et une fois qu'on aura ces principes, je vais démontrer une loi qui est quand même essentielle en quelque sorte, qui est que dans un milieu homogène, transparent, isotrope, je vais définir tous ces termes au fur et à mesure de la vidéo, la lumière se déplace en ligne droite. Donc homogène, un milieu homogène et transparent et isotrope, c'est un peu ce que j'ai schématisé ici. Donc on va définir tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Ça, c'est un peu un schéma de ce qu'on appelle le principe de Fermat ou le principe de moindre temps ou le principe de moindre action. Et quelque part, bon, le fait que les lignes droites pour aller de A à B soient les plus courtes, ça découle un petit peu de l'inégalité triangulaire. C'est que le chemin AB est plus court que si on fait une escale par rapport à C. Voilà, alors je vais quand même faire un petit tour de vue sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc ça, c'était la feuille de la dernière fois, hein. Donc là, pour situer un petit peu, la dernière fois, on a fait qu'est-ce qu'une onde électromagnétique, donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper de la deuxième vidéo, donc on va s'occuper de lui, là. On va s'occuper du principe de moindre action. Et ensuite, on fera tout ça, mais bon, ça, ce sera une autre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait vu qu'est-ce que c'était qu'une onde, hein, une espèce de... Donc ça, c'est une onde monochromatique progressive et plane. Donc, on voit que une onde, elle peut avoir une célérité c, une longueur d'onde lambda et une période grand T. Et on avait vu comment relier tout ça, hein, avec ces égalités. On avait vu comment transformer une onde sphérique, que donc si la longueur d'onde est très petite devant les distances typiques du dispositif expérimental, ben en fait, localement, toutes les ondes peuvent être considérées comme des ondes pleines progressives. Monochromatique, on a vu qu'on n'était pas forcément obligé de le faire, puisque ben, en fait, tout signal périodique peut se voir un peu comme la superposition de plusieurs signaux purs avec des fréquences pures. C'est toute la théorie de Fourier. Et même si c'est pas périodique, en fait, on peut généraliser avec la transformée de Fourier, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ensuite, on a vu le principe du pinceau optique. Donc, comment faire un pinceau optique? Eh ben, il faut que l'épaisseur des rayons soit très grande devant lambda. Mais pour pouvoir parler de rayons lumineux, il faut qu'on ait une épaisseur qui soit négligeable devant toutes les autres distances. Voilà. Alors on a vu le phénomène de diffraction quand c'était pas le cas, hein, je reviens pas dessus rapidement. Voilà. Et donc tout ce qu'on veut, c'est pouvoir construire une grandeur mésoscopique, hein. Un ordre de grandeur, on veut un ordre de grandeur intermédiaire entre lambda et les dimensions typiques macroscopiques du système.
Donc la condition de réalisation d'une telle chose, c'est qu'il faut qu'il y ait plusieurs ordres de grandeur entre la longueur d'onde et les longueurs d'onde du dispositif expérimental. Et on a vu que pour les systèmes optiques classiques de la vie de tous les jours, hein, la lumière visible, c'était largement le cas. Et maintenant qu'on sait qu'on peut faire de l'optique géométrique, ben on aimerait savoir quelles sont les trajectoires des rayons lumineux. Alors venons-en. Donc là, je vous ai mis l'énoncé historique du principe de Fermat, énoncé par Fermat lui-même. Donc lisons-le. Alors c'était des principes un peu finalistes, hein. À l'époque, on pensait un peu que c'était Dieu qui avait ordonné l'univers. Bon. Et donc il y avait des vues un peu finalistes, mais enfin, malgré ça, ça permettait quand même de comprendre des choses. Alors allons-y. Le principe, c'est que la nature agit toujours par les moyens les plus aisés, c'est-à-dire ou par les lignes les plus courtes, lorsqu'elle n'emporte pas plus de temps, ou en tout cas par le temps le plus court, afin d'accourcir, vous voyez j'ai du mal à lire parce que c'est de l'ancien français, accourcir son travail et de venir plus tôt à bout de son opération. Donc comme si la lumière avait une opération, c'est assez marrant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière essaye de prendre le chemin le plus court. Et bon, une version moderne, un peu plus compacte, j'ai laissé une patte de mouche ici, une version un peu plus compacte, c'est ce que j'ai écrit en dessous, c'est de dire que la lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée optique du parcours soit localement extrémale. Alors bon, j'ai juste recopié la définition de Wikipédia, mais j'ai rajouté un truc qui n'était pas dans Wikipédia. Euh, c'est ce mot optique là. Pourquoi j'ai dit optique? Parce que la durée optique, en fait, on a besoin de dire qu'est-ce que ça veut dire la durée de la lumière. La durée optique, qu'est-ce que c'est? Donc, alors si on est, on va dire on va faire un petit peu le cal plus simple. Si on est dans le vide et qu'on a un point A et un point B, et on a une trajectoire lumineuse comme ça, qui dure, donc on dit que ce chemin, il mesure L. La longueur de A vers B par le chemin, c'est L. Quelle est la durée pour aller de A à B? C'est combien? La lumière dans le vide, elle se déplace à la célérité C. Et C, par définition, c'est la longueur, donc une vitesse, hein, c'est une longueur divisée par la durée. Pour aller de la durée de A à B. Donc, T à B, dans le vide, c'est tout simplement L divisé par C. Hein. Donc c'est un simple produit en croix, rien de difficile dans ces calculs. Donc ici c'est ça. Mais vous savez que dans des milieux un petit peu plus compliqués, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Euh, Parce que dans certains milieux, la vitesse se déplace moins vite que la lumière. Donc ça c'est dans le vide, mais bon, on peut prendre par exemple dans l'eau. Dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Au niveau microscopique, vous avez des molécules d'eau un peu partout, là, des H2O qui se roulent les uns sur les autres. Alors c'est pas opaque, hein, l'eau c'est transparent, on n'a pas de problème, mais n'empêche que ça perturbe un peu la propagation de la lumière. C'est-à-dire que si vous prenez un photon, que je vais utiliser une couleur comme ça, donc là vous avez un photon, donc dans le vide le photon, il ferait quoi? Dans le vide, le photon, il se propagerait comme ça sans problème. Mais là, le photon, il va arriver ici, il va se faire absorber, l'atome, il va vibrer comme ça, puis après, ça va se réémettre, puis il va se refaire absorber, l'atome, il va revibrer, puis il va réémettre, et il va se faire absorber. Donc là, le photon, il se déplace à la vitesse c, et là, le photon, il se déplace à la vitesse v plus petit que c. Ça peut être dans l'eau, ça peut être dans le verre, ça peut être dans d'autres milieux, d'accord? Et donc, dans chaque milieu, on peut définir l'indice de réfraction. Donc cet indice de réfraction, on va l'appeler n. Il va être toujours plus grand que 1 parce qu'on le définit comme étant le rapport de la célérité de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu.
Pour que ce n ait un sens, il faut que le milieu soit homogène et isotrope, pour pouvoir parler de tout ça et bien le définir. Qu'est-ce que ça veut dire précisément tout ça? Donc homogène, ça veut dire que le milieu il est pareil partout. Et isotrope, ça veut dire que la lumière se déplace pareil dans toutes les directions. Alors, pour comprendre ce que c'est, on peut montrer un milieu isotrope et un milieu pas isotrope. Alors, imaginez, je mets une source de lumière sphérique et j'attends un temps très court dans un milieu isotrope. Donc ça veut dire que la lumière se propage partout, pareil, dans toutes les directions. Donc si j'attends un instant très court, l'onde sphérique, elle aura grossi pareil dans toutes les directions. Donc ça va faire une sphère de rayons constants. Si le milieu n'est pas isotrope, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une direction dans laquelle la lumière irait plus vite que les autres. Par exemple, si horizontalement elle va plus vite et verticalement elle va moins vite. On pourrait imaginer des milieux comme ça, pas isotropes. Voilà. Donc là, ça n'aurait pas de sens de définir un indice de réfraction puisque la vitesse dépend des directions. Donc on pourrait imaginer un cristal avec des dipôles magnétiques, un truc orienté qui perturberait un peu le champ électromagnétique. Mais même plus simplement, quand il fait très chaud sur la route, l'air est plus chaud en bas, donc il est moins dense, donc l'indice est différent en bas d'en haut, et donc la lumière, elle se propage pas partout dans toutes les directions. Alors, on pourrait très bien avoir un milieu pas isotrope, mais homogène, c'est-à-dire qu'on aurait la même anisotropie partout. Vous voyez, alors je dessine juste les deux axes, hein, mais on pourrait avoir la même disposition partout. On pourrait avoir un milieu homogène et pas isotrope. De même qu'on pourrait avoir un milieu isotrope mais pas homogène. Par exemple ici, ça se déplace partout dans la même direction, mais là ça va moins vite. Mais c'est quand même isotrope. Vous voyez? Donc il faut qu'on ait les deux pour parler d'un indice. Et en plus de ça, pour qu'on puisse parler de rayons lumineux, il faut évidemment que le milieu soit transparent. Donc on a besoin d'avoir un milieu homogène, transparent et isotrope, ce qu'on appelle un MHTI en optique géométrique. Donc ça veut dire milieu, ça veut dire homogène, ça veut dire transparent, et ça veut dire isotrope. Donc, dans un milieu homogène, transparent et isotrope, on peut définir n, qui est égal donc à la célérité de la lumière divisée par sa vitesse. Bien. Alors, quelle est la durée du chemin optique dans un MHTI? Donc pour l'instant, on ne sait pas que c'est des lignes droites. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que de A à B, la lumière elle prend un certain chemin comme ça qui mesure L. On avait vu que la durée entre A et B, on avait vu, voilà, c'était L divisé par C. Parce que dans le vide, la lumière se propageait à la célérité C. Maintenant, la célérité de l'onde, c'est plus C, c'est V. Donc ici, dans le milieu homogène, transparent, isotrope, ça va être L sur V. Mais le V, on peut l'exprimer en fonction de N. V, c'est égal à C sur N. Donc on peut dire que le TAB, c'est égal à N, L sur C. Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est pas une unité de mesure qui est très pratique, ça. Le T, vous voyez bien que dans les échelles humaines, pour parcourir 1 mètre, la lumière elle met très très peu de temps, donc ce serait des unités qui ne seront pas pratiques, donc on va plutôt utiliser une autre grandeur. Si je multiplie tout le monde par C ici, je vais avoir petit s de A à B, qui est égal à C fois T de A à B, et ça c'est tout simplement égal à N fois L. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la longueur du chemin optique. Et vous voyez que comme j'ai multiplié par une constante, minimiser la durée du chemin optique, ça revient à minimiser ce qu'on appelle son chemin optique. Donc ça, c'est la longueur du chemin optique.
Donc, c'est pour ça que l'optique géométrique, elle est bien géométrique, parce que il va suffire de mesurer des longueurs et de les multiplier par l'indice donné. Si j'ai un milieu A qui a un indice NA, un milieu B qui a un indice NB, un milieu C qui a un indice NC, etc., etc., et que j'ai des séparatrices comme ça, donc j'ai plusieurs milieux, tac, bon, je fais un peu n'importe quoi, peu importe. Donc là, j'ai un point de départ et un point d'arrivée. Bon, j'ai déjà des A et des F, on va mettre initial et final. Et là, bah, j'ai ma lumière là qui fait des trucs comme ça. Bon, et ben là, de là à là, j'ai une longueur L1. De là à là, j'ai une longueur L2. Et de là à là, j'ai une longueur L3. Et donc la durée du chemin optique, bah, il suffit d'additionner les longueurs des chemins optiques différents. Donc ce sera N1, L1 plus N2, L2 plus N3, L3. Donc ça simplifie pas mal les choses. En fait, il suffit de faire un peu de géométrie et de raisonner en termes de chemin optique. C'est plus simple que de résumer en termes de durée, même si c'est strictement équivalent. Ok, alors, pour finir cette vidéo, hein, ce sera une vidéo assez courte, sauf quand je vais en venir... Enfin, ça dépend en fait, hein, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. J'ai encore deux trucs à dire, donc on va établir un théorème maintenant. Dans un MHTI, la lumière se propage en ligne droite. Alors, on va le prouver. Et pour ça, quelque part, faut se demander mathématiquement qu'est-ce que c'est que la longueur d'un chemin. Comment on définit la longueur d'un chemin qui est courbe? Parce que, a priori, en géométrie, tout ce qu'on sait faire, c'est calculer la distance de segment. On n'a pas le droit de faire autre chose. Et donc, pour définir la longueur d'une courbe, mettons qui va de A non, je vais faire un truc plus simple, qui va de A à B. Donc là, on a une ligne courbe, et on voudrait passer de ça à AB par des segments. Alors on pourrait se dire, bon, bah, le premier truc à faire, on dit, bah, en gros, cette ligne-là, bah, en gros, c'est une ligne droite. Donc en gros, c'est ça. Ouais, bon, c'est pas très précis, cette affaire. Bon, c'est pas très grave. Je vais mettre un point au hasard ici, et je vais faire une ligne brisée qui passe par ce point. C'est déjà un peu plus proche. Donc là, je vais appeler H ici, et donc on va dire, bon, bah, la longueur, très, très grossièrement, c'est égal à AH plus HB. Bon, c'est pas terrible, ça, on peut faire mieux quand même. Bon, bah ok, allons-y. Bah, je mets d'autres subdivisions, ici, voilà. Et là, je me rapproche déjà un peu plus, vous voyez. Et évidemment, ben, si on réitère ce processus à l'infini, on va converger, enfin on l'espère, hein, on va converger vers un truc beaucoup plus proche. Donc vous voyez là, quand je fais un peu moins d'une dizaine de subdivisions, on est déjà quasiment dans l'épaisseur du trait. Vous voyez, donc là j'ai mis un point là, un point là, un point là, un point là, un point là. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 escales. Donc ça fait 7 segments. Déjà, en 7 segments, donc je vais l'appeler X1, X2, X3, X4, X5, X6. Donc là, j'aurai L environ égal à AX1 plus X1, X2, plus etc. plus X6 jusqu'à B. Bon, les notations sont pas très judicieuses, hein. Normalement, les X minuscules, c'est censé être des nombres. Bon, là, c'est des points, c'est pas très important. Alors, il y a une définition mathématiquement rigoureuse qui dit que la longueur du chemin
c'est ce qu'on appelle la borne supérieure, donc c'est le maximum théorique qu'on peut atteindre. De quoi? De la somme des, on va dire des xi, xj, c'est-à-dire, alors ce symbole veut dire somme, hein, donc non, on va pas mettre i, on va mettre i plus 1 pour i allant de 0 jusqu'à grand N moins 1. Pourquoi grand N moins 1? Comme ça, quand je suis à grand N moins 1, i plus 1, ça fait grand N. Tel que, donc, l'ensemble des xi, pour i allant de 0 jusqu'à grand N, est une subdivision de la courbe, comment je vais l'appeler la courbe C. Donc je prends l'ensemble de toutes les subdivisions, donc grand N, il n'est pas fixé, hein. Il peut valoir 500 milliards, il peut valoir 10, il peut valoir ce que vous voulez, et je dis que L, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Et donc, quelque part, vous voyez bien que si j'en mets une infinité et que je finis par remplir toute la courbe, en fait, ça a marché. Bon, et sans vous démontrer que ça converge, hein, ça c'est des cours de maths assez classiques sur les longueurs des arcs, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je vais vous montrer qu'avec cette définition, en fait, on peut montrer que la ligne droite, c'est forcément le chemin le plus court. Pourquoi? Eh bien, je prends n'importe quelle subdivision, soit xi pour i allant de 0 jusqu'à n. Donc là, vous voyez, on pourrait dire que ici j'avais x0 et ici x7. Donc x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, c'était une subdivision donnée. Donc là, j'en prends une quelconque. Soit xi, comme ça, une subdivision. Alors j'affirme, si je prends n'importe quelle subdivision, la somme pour y allant de 0 à n-1 des xi, xi plus 1, elle est toujours plus grande que la longueur du segment AB. Pourquoi? Eh bien ça, on va le faire par inégalité triangulaire. Donc qu'est-ce que c'est l'inégalité triangulaire? C'est, alors on peut presque le prendre comme un axiome, hein, c'est que si je prends un point intermédiaire, ici, si je prends un point C intermédiaire, alors j'ai toujours AB qui est plus grand que AC plus CB. Et la seule manière d'égaliser ça, c'est que le point C il soit là-dedans. Il n'y a pas le choix. C'est d'aplanir le triangle en quelque sorte. Hein. Là, vous voyez, là c'est presque égal. Et quand le point C il est là, ben j'ai bien AB qui est égal à AC plus CB. Ok, donc on va démontrer ça. Alors c'est extrêmement simple. Il suffit de dire que AB c'est plus petit que AX1 plus X1 B. D'accord? Donc j'ai pris là par exemple, j'aurais pris ça et ça. Mais lui, je peux dire qu'il est plus petit que lui et lui. Et lui, il est plus petit que lui et lui. Et ainsi de suite. Donc là, si je propage cette preuve, ça, c'est plus petit que AX1 plus X1, X2 plus X2, B. Bon, je vais réécrire le A en fait, c'est X0. Hein, et lui, c'est X grand N. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc ça, c'est plus petit que X0, X1 plus X1, X2 plus X2, X3 plus X3, Xn. Et si je continue comme ça longtemps, bah en fait, je vais avoir que AB, c'est toujours plus petit que X0, X1, plus etc., plus Xn-1, Xn. Et ça, bah, c'est ce qu'on avait appelé la somme, hein, pour i égale 0 jusqu'à grand N-1 de xi, x
I plus 1. D'accord? Donc j'ai la longueur du segment AB, elle est plus petite que ça. Mais ça, la subdivision, par définition de la longueur, elle est plus grande que n'importe quelle addition des subdivisions, puisque c'est la borne supérieure. La borne supérieure, par définition, c'est le maximum qu'on pourrait attendre, pour le dire un peu vulgairement. C'est pas très précis mathématiquement, mais bon, la phrase mathématique précise, c'est que la borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. C'est le plus petit nombre qui est au-dessus. Ça veut dire que si, si les subdivisions elles peuvent prendre un certain intervalle, mais qu'elles ne dépassent jamais ce nombre, c'est un majorant. Et la borne supérieure, c'est est-ce que je peux diminuer ce maximum le plus possible jusqu'à ce que ça pourrait l'atteindre, en quelque sorte. Bon, c'est pas un cours sur la borne supérieure, donc j'accélère un peu. Et ça, par définition, c'est plus petit que la longueur de la courbe. Donc le chemin le plus court, forcément, c'est le segment. Donc le segment AB est forcément le chemin le plus court. Pourquoi? Parce que la longueur du segment AB, c'est AB. Voilà, donc là, je pense que la démonstration est très claire. Hein. Donc là, on peut dire c'est QFD. Voilà, donc on a démontré ce résultat fondamental qui va servir à tout le reste, qui dit que dans un MHTI, la lumière se propage en ligne droite. Alors, là, on a fait que de l'optique géométrique, hein. J'ai pas fait d'onde du tout, bon, sauf un tout petit peu au début. Maintenant, pourquoi ça marche avec les ondes? Pourquoi est-ce qu'on peut faire le lien avec l'optique ondulatoire? Réponse oui. Alors, je vais être obligé d'introduire un peu le phénomène d'interférence. Alors, interférence constructive et interférence destructive. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà mis des casques à réducteur de bruit. Comment ça marche un casque à réducteur de bruit? Donc, l'idée c'est que si vous additionnez deux ondes de manière parfaitement synchrone, donc ça veut dire qu'elles sont en phase, hein, ça veut dire que quand le pic il est là, lui aussi, ça va faire la même onde mais avec une amplitude 2 fois plus grande. En revanche, vous pouvez aussi obtenir des interférences destructives, c'est-à-dire que si vous prenez une onde mais que vous lui ajoutez une onde qui est en opposition de phase, comme ça veut dire que quand lui il est en bas, lui il est en haut, et quand lui il est en haut, lui il est en bas, et ben vous allez obtenir 0. Un truc tout plat. Et c'est comme ça que fonctionnent les casques à réducteur de bruit. En fait, le haut-parleur, il vous balance le même son, mais décalé d'une moitié de phase. Et donc, ça fait des interférences destructives et ça réduit le son. Et en fait, on peut observer ça. Par exemple, si vous avez une onde plane progressive qui arrive comme ça, et que vous mettez deux petits trous, ça c'est l'expérience des fentes de Young, hein, c'est très classique en physique. Vous mettez deux petits trous comme ça, hop. Alors on a vu la dernière fois que là ça va rediffracter, donc on va avoir encore des ondes sphériques comme ça. Alors, je vais essayer de bien le dessiner pour que ça se voit bien. Tac. Alors je vais pas faire les calculs précis, hein, mais voilà. Et là on va avoir des belles interférences. Vous voyez, là ça va s'additionner comme ça. Et donc il va y avoir des endroits, si je mets un écran comme ça et que j'observe la lumière qui est produite, alors là ça dépendra de la phase. Il y aura des endroits où on aura... alors qu'est-ce qu'on va observer? Voilà. Je vais dire que cet axe c'est un axe X, et je vais tracer en fonction de X l'intensité lumineuse. Alors d'emblée on peut dire que si on va très loin là-bas à l'infini, et là-bas à l'infini, on peut dire d'emblée que ça va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que si on s'éloigne à l'infini,
les ondes elles vont décroître. Plus on est loin, moins il y a de puissance. En revanche, vers le milieu, là, on aura des endroits où on aura une une interférence constructive, et si on se déplace ici, si le déphasage, là, on arrive à lambda sur 2, une moitié de phase, là, hop, alors ce ne sera pas exactement lambda sur 2, il faudrait refaire les calculs, mais en gros, si la phase elle se décale, donc je vais écrire delta phi égale lambda sur 2, où lambda c'est la longueur d'onde, on aura ça. Et ensuite, voilà ce qu'on va observer concrètement. Voilà, hop, je vais essayer de le refaire un peu plus joliment. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est ce qu'on observe expérimentalement, hein. Donc ça, c'est l'expérience des fentes d'Young. Alors, pourquoi j'ai fait tout ça? Bah en fait, bon, alors ça, c'est une légende historique, hein, mais apparemment, bon, alors il se trouve qu'on observe la même chose en physique quantique, avec les ondes de particules, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Feynman, il demande à son professeur qui lui explique ce truc-là, et qu'est-ce qui se passe si au lieu de mettre un seul mur comme ça, j'en mets deux? Bah, le professeur répond, bah, il faut refaire les calculs, tac, 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 tu refais ça, puis après tu calcules l'amplitude ici, puis tu réadditionnes, etc. Bon, voilà, et c'est un peu pénible, mais ça se fait. Fahim lui dit, si je mets trois murs, comme ça, bah, le prof s'agace, lui dit, bah, tu refais pareil, tu recalcules ici, tac, tac, puis tu refais ça, tu propages, et voilà. Et si j'en mets 4, bon, faut commencer à m'énerver, monsieur Feynman. Et si maintenant, au lieu de mettre 3 trous, je mets 20 trous, comme ça? Bah, on refait le même calcul, c'est rien. Ouais, mais regarde, si maintenant je mets plein de murs avec plein de trous, je mets plein de murs avec plein de trous, comme ça. Donc, vous êtes d'accord que pour savoir ce qui se passe de là à là, il faudrait que je fasse la superposition de ça, 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 puis de ça, 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 puis de ça, et ça, et ça, et ça, et de tous les chemins possibles, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, d'accord, mais maintenant, regardez, le coup de génie de Feynman, ça a été de dire, ok, mais là maintenant, je vais passer là, je vais mettre une infinité de trous. Donc si je mets une infinité de murs avec une infinité de trous, donc c'est impossible à dessiner, en fait, c'est comme si j'étais dans le vide. Et donc, dans le vide, qu'est-ce qui se passe dans le vide? Et bien en fait, la lumière, pour aller de A à B, elle interfère avec elle-même en prenant tous les chemins possibles. Et donc, comme on parle de superposition, il va falloir faire une espèce de giga intégrale de tous les chemins possibles et voir lesquels interfèrent ou pas. Alors pourquoi ce principe de moindre-action il marche? Ouais, parce qu'en fait, il y a une histoire d'extrémum. Vous voyez que euh, si je change, donc si je passe d'un chemin L à un chemin L plus DL, quelque part ça va faire donc S de L plus une espèce de différentiel par rapport à un chemin. Donc ce serait de l'analyse fonctionnelle, hein. Il faudrait définir qu'est-ce que c'est que la différentielle de L, de S par rapport à DL. Et donc, bah, si j'atteins l'extrémum, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. D'accord? Alors comment expliquer ça? Alors qu'est-ce que ce serait, comment dire, l'action
Alors, l'action, on la note avec un grand S majuscule. L'action de l'intégrale de chemin, alors, donc c'est une intégrale sur l'infinité des chemins possibles. Donc mathématiquement, on a encore du mal à définir tout ça, hein, mais bon. Fois exponentielle de quoi? De I sur H bar, H étant la constante de Planck, fois S de L. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, bon, peu importe si vous ne comprenez pas bien l'expression mathématique, mais en gros, quand on est proche d'un endroit où S est extrémal, on va avoir plein d'interférences constructives. Parce que, vous voyez, donc si je prends un chemin extrémal, qui est le chemin le plus court dans le vide, pour simplifier, là j'ai mon chemin qui est extrémal. Donc l'idée c'est que maintenant je vais prendre un chemin rouge, qui va être comme lui, mais là je vais m'écarter un tout petit peu. Et ben, ce chemin, comme il s'écarte un tout petit peu, en gros sa face ça va être la même. Donc il va faire une interférence constructive. Et là, pareil, l'autre, lui, va interférer constructivement. Lui, il va interférer constructivement. Alors que vous voyez, comme on divise par h bar ici, qui est un nombre très petit, bon, ça c'est qualitatif, hein, mais en gros, ce qui se passe, c'est que toutes ces trajectoires-là, tout ce bazar, ça va faire des interférences destructives, et les seules, enfin ça va se compenser parce que ça va varier très vite, et les seules trajectoires qui vont faire des interférences constructives, c'est les trajectoires qui sont au voisinage des trajectoires extrémales. Donc, parce que là, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va être donc l'intégrale de chemin de I sur H bar fois constante, en quelque sorte, plus, donc ça c'est les chemins extrémales, parce que quand les chemins sont extrémales, l'action elle est stationnaire, vous voyez, elle varie pas quoi, en gros, plus des trucs qui varient beaucoup. Et on sait que, alors c'est quoi une exponentielle de i fois quelque chose, où i c'est le nombre imaginaire pur, c'est un truc qui tourne très vite. Et un truc qui tourne très vite, bah, on peut démontrer assez facilement hein, que son intégrale, enfin c'est une propriété assez classique en maths, mais en gros, un truc qui tourne très vite, son intégrale, elle est très faible. Donc il va rester que ça. Donc les seuls termes qui vont intervenir dans l'action, finalement, c'est les termes stationnaires. Donc quelque part, ça valide la théorie qui dit que ça valide le principe de Fermat, en quelque sorte. Voilà. Bon, c'était un peu freestyle cette partie, parce que je suis pas du tout spécialiste dans l'intégrale de chemin. Alors je vous recommande une vidéo de Scientia Egregia, une super chaîne de physique théorique. Lui, il a pas mal développé, il a fait une vidéo géniale sur les intégrales de chemin et sur les séries divergentes. Donc là, c'est pour du haut niveau. Hein. Vous faites ça si vous n'avez pas compris du tout les intégrales de chemin, c'est pas très grave, ça vous empêchera pas de suivre les autres vidéos. Si vous avez un peu compris ce que j'ai raconté, si vous voulez développer, il faut vous jeter sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment c'est du miel cette chaîne. Franchement, en tout cas, moi j'adore. Voilà. Je mettrai le lien en description. Voilà, donc maintenant on sait que les rayons lumineux sont des lignes droites dans les MHTI. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors on a vu qu'est-ce que c'était qu'un MHTI. Donc un MHTI, c'est un milieu homogène, transparent et isotrope. Donc homogène, partout pareil, transparent, la lumière peut passer à travers, isotrope, la lumière se propage pareil dans toutes les directions. On a défini l'indice de réfraction, qui dépend de la vitesse, et on a établi qu'est-ce que c'est que la longueur d'un chemin optique. Et à partir de là, on a établi que, d'après le principe de Fermat, dans un MHTI, la lumière se propage toujours en ligne droite. Et on a démontré ça à partir de l'inégalité triangulaire. Voilà. Donc il suffit de propager une égalité comme ça, et ça se fait très très bien. Et ensuite, on a expliqué le principe de Fermat à partir du principe
de moindre action à la sauce de Feynman, parce que ces intégrales de chemin, il faut savoir qu'elles ont été inventées par Feynman. Donc je vais quand même l'écrire. On va rendre hommage au petit Richard. Donc voilà, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? À partir de ça, on va pouvoir établir des lois de l'optique géométrique. Alors, on va en voir essentiellement deux. Première loi, si j'ai un objet A et un objet, enfin, on va dire, on a une lumière qui veut se propager de là à là. Donc évidemment, le chemin le plus simple, c'est celui-là, hein. Mais si je mets un miroir plan ici, alors on sait que la lumière, elle se propage forcément en ligne droite. Donc elle est obligée de faire un truc comme ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit idéal? Un endroit le plus court possible. Donc voilà, donc dans un milieu homogène, isotrope et transparent, bien sûr. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est si j'ai un milieu A, si j'ai un milieu 1 d'indice N1 et un milieu 2 d'indice N2, et que je veux aller de A à B, alors on sait maintenant qu'on est forcément en ligne droite. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un point de parcours qui serait optimal? Alors déjà, vous commencez à comprendre pourquoi les bâtons ont l'air cassés quand on passe d'un milieu à un autre. Par exemple, quand on passe de l'air à l'eau, les lignes sont brisées. Donc là, pareil, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un point idéal ici? Donc, et à partir du principe de Fermat, on peut absolument tout prouver. Et donc, c'est ce qu'on fera la prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, hein. Alors, en période de vacances, je peux en faire une par semaine, comme maintenant. En période de travail, bon, allez, une fois toutes les 2 semaines, ça devrait être faisable, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, des requêtes ou des sujets que je voulais que j'aborde. Si j'ai le temps, je ferai des recherches et on verra bien. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Donc encore d'optique géométrique, sauf si j'ai une idée qui me vient comme ça pour faire une autre vidéo. Mais là, je trouve qu'on est bien parti dans l'optique géométrique. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Bonne journée, bonne soirée, selon l'heure qu'il est. Et au revoir.